Donc on va aborder maintenant la réanimation avancée. Ce matin, vous avez vu la réanimation de base. En réalité, la distinction entre réanimation de base et réanimation avancée est un peu artificielle. Au début, on commence avec les moyens qu'on a par une réanimation de base et elle doit être poursuivie jusqu'à reprise d'une activité électrique spontanée. L'arrivée d'une équipe médicalisée va vous permettre d'avoir du matériel, d'analyser mieux la situation. Et c'est ça qu'on appelle la réanimation avancée. Alors toute personne qui travaille en service de soins doit être capable d'abord de reconnaître un arrêt cardio-circulatoire et donc de commencer les premiers gestes, d'ouvrir les voies aériennes, d'assister la respiration et de débuter si nécessaire les compressions thoraciques. Qu'est-ce que va vous apporter l'équipe médicalisée? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Qu'est-ce qu'elle veut vous amener de plus? Du matériel, oui. Quel matériel en premier dont vous avez besoin là maintenant? Avant le défibrillateur, vous avez besoin d'analyser. Voilà. Ça, vous allez pouvoir donc attacher un moniteur. Donc, là, l'enfant est inconscient, il est en arrêt cardio-respiratoire, vous avez débuté vos manœuvres. Le 15-2, c'est bien en route. Enfin, ils arrivent avec leur monitoring. Et ils vont vous permettre donc d'analyser, de définir le rythme cardiaque pour l'analyser et avoir une conduite à tenir adaptée. Alors, est-ce que vous pouvez déjà me dire les deux grandes situations dans lesquelles on peut se trouver? Oui, donc c'est dans un premier cas, là tu t'es situé dans des rythmes qui sont non défibrillables. Donc effectivement, ce sera soit une activité sur le scope, mais l'enfant est bien en arrêt circulatoire et il n'y a pas de signe de vie et pas de pouls. Ou alors un tracé plat. Ou alors, effectivement, un rythme sinusal, mais très lent. En dessous de combien? En dessous de 60. Un rythme en dessous de 60 chez un enfant qui n'a pas de signe de vie équivaut à un arrêt cardiaque. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va proposer? Eh bien, une drogue qui s'appelle l'adrénaline. Bien sûr, pendant ce temps-là, pendant qu'on aura attaché le moniteur, les gestes de réanimation sont poursuivis et il faut que quelqu'un pose une voie d'abord pour pouvoir injecter les médicaments. Donc, ce sera soit l'enfant avait déjà une voie, on va s'en servir, sinon ce sera une voie intra-osseuse dans cette situation qui est extrêmement grave où il faut réagir très vite. L'adrénaline donc va pouvoir être injectée à la dose que vous avez vue ce matin, 10 microgrammes par kilo. Je vous rappelle simplement donc 0,1 ml par kilo de la dilution, 1 ml d'adrénaline, on rajoute 9 ml pour faire 10 ml en tout. 0,1 ml kilo de cette dilution. Derrière l'adrénaline, on continue les gestes de la réanimation. Ça ne suffit pas d'injecter l'adrénaline et puis d'attendre de voir ce qui se passe. Il faut injecter, mais il faut la faire circuler. Donc on fait circuler par la réanimation qui continue, les 15 compressions thoraciques, les 2 ventilations, et cela pendant 2 minutes. Ce n'est qu'au bout de 2 minutes, au moment où de toute façon il faut changer de sauveteur parce qu'on va commencer à se fatiguer, on va évaluer s'il y a toujours un rythme, et s'il n'y a toujours pas de rythme, on échange les sauveteurs et on continue à nouveau pour 2 minutes. Ah, pardon. Voilà. Et l'adrénaline sera injectée dans ce cas-là tous les 2 cycles, environ toutes les 4 minutes, jusqu'à reprise d'une activité électrique spontanée. C'est clair ça? Dans l'autre situation, on peut se trouver devant des rythmes des rythmes défibrillables, pardon. Qu'est-ce que vous connaissez comme rythme défibrillable? La tachycardie ventriculaire, oui. Excusez-moi? Fibrillation ventriculaire, c'est bien. Voilà, donc les rythmes défibrillables seront la fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire, dans ce cas-là, sans pouls. Donc c'est un enfant qui n'a toujours pas de signe de vie, qu'on est en train de réanimer, on attache le moniteur et on voit soit une fibrillation, soit une tachycardie ventriculaire. Qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce que vous pourriez proposer?
On défibrille, oui. Donc immédiatement, on administre un choc électrique avec donc du matériel qui s'appelle défibrillateur. Alors il y a souvent de plus en plus maintenant, il devrait y avoir un peu partout des défibrillateurs. Dans les hôpitaux, on a en général des défibrillateurs semi-automatiques. On pose le défibrillateur, on pose des électrodes et l'appareil nous dit ce qu'il faut faire. Hein, donc il nous dit administrer un choc. Bien sûr, on sécurise l'entourage. Pour administrer un choc, il faut que personne ne touche le lit et qu'on enlève l'oxygène et on administre le choc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pendant combien de temps? Marqué. Pendant 2 minutes. Hein. Donc, de la même façon, quand vous administrez le choc, ça ne suffit pas à refaire partir l'activité cardiaque. Il faut que derrière, on masse le cœur, on oxygène, on continue. Et ce n'est qu'au bout de 2 minutes qu'on va réévaluer si ça a été efficace. Au bout de 2 minutes, on évalue le rythme, on change de sauveteur. Voilà, à ce moment-là, on profite de cette petite pause pour évaluer le rythme. Et si c'est toujours défibrillable, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième choc. En attendant, eh bien, on a du temps là pour évaluer ce qui se passe. Et il faudra bien sûr penser que derrière, on aura peut-être besoin de médicaments. Pendant ce temps-là, quelqu'un de l'équipe pose un abord vasculaire. Pareil, soit s'il n'y a pas de voie périphérique, ça va être l'intra-osseuse dans cette situation-là. Et puis, il faut se poser la question de l'intubation pour libérer les mains de celui qui ventile et pour optimiser l'oxygénation. Deuxième choc, pendant 2 minutes. Et puis ensuite, je vais avancer un petit peu. On fera un 3e choc également. Si au bout des 2 minutes, il n'y a toujours rien, on administre le 3e choc. On continue la réanimation pendant 2 minutes. Et s'il ne se passe rien, si on a toujours un rythme défibrillable, c'est le moment d'injecter les médicaments. Ça vous sera détaillé dans la diapositive suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pendant ce temps-là? Donc il y en a un qui ventile ou un qui a intubé, il y en a qui masse, il y en a qui s'occupent de la voix d'abord. Ça ne marche pas. On a l'impression qu'on est en échec. À quoi on va réfléchir? Les causes d'échec, oui. Alors qu'est-ce que vous connaissez comme cause d'échec? Alors, vous vous souvenez, pour ceux qui ont lu le livre, il y a voilà, les 4 H. Alors, c'est quoi les 4 H? L'hypoxie, l'hypovolémie, alors l'hypokaliémie, enfin les troubles métaboliques, ça peut être aussi une hypoglycémie, voilà. Et il y en a encore un qui est plus fréquent chez les plus petits, l'hypothermie. L'hypothermie qui peut être une cause d'échec. Voilà, pour les 4 H. Donc à ce moment-là, s'il y en a un qu'on peut améliorer ou auquel on peut remédier, on le fait. Et qu'est-ce que l'autre partie? Il y a les 4 H et les 4 T. Alors qu'est-ce que vous connaissez comme T? La tamponnade, c'est pas très fréquent. Mais pardon? J'entends mal. Une intoxication médicamenteuse, évidemment. Un thromboembolie, c'est très exceptionnel chez l'enfant. Le plus fréquent dans cette situation, où l'enfant est en assistance respiratoire, on lui souffle dans les poumons et ça ne fonctionne pas. C'est un T, alors je vous le dis, c'est le pneumothorax. Et finalement, c'est certainement chez l'enfant, dans les 4 T, celui qui peut être le plus fréquent. Voilà, donc pendant ce temps-là, celui qui chapeaute un peu l'équipe réfléchit aux 4 H, aux 4 T. Il veut aussi vérifier s'il n'y a pas des problèmes liés au matériel. Ça peut être les électrodes qui sont mal positionnées, ça peut être une voie d'abord qui ne fonctionne pas, ça peut être une intra-osseuse qui est mal posée. Et puis si l'enfant est intubé, eh bien, ça peut être aussi le dopé, donc son intubation qui peut être obstruée ou déplacée. Ça peut être aussi un pneumothorax. Ça peut être votre matériel qui est crevé ou le ballon qui a un problème d'équipement. Et puis ça peut être le stomac qui est très plein parce qu'on a soufflé dans les voies respiratoires mais aussi dans les voies digestives. Donc il faut penser à tout ça pour remédier à une situation qui ne s'améliore pas. Voilà, c'est une autre façon de présenter les choses.
Dans la continuité, vous voyez le rythme non défibrillable. Donc vous vous souvenez, activité électrique sans pouls, asystolie ou bradycardie sans signe de vie. Eh bien, pendant on commence la réanimation, on ventile en oxygène, on place un abord vasculaire parce qu'on sait que dans ce cas-là, il va falloir vite mettre l'adrénaline. L'adrénaline 10 microgrammes par kilo, immédiatement suivi de la poursuite de la réanimation pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on réévalue et s'il n'y a toujours pas d'activité, on reprend les 2 minutes en ayant changé de sauveteur. Et au bout des 2 minutes, s'il est nécessaire, on injecte l'adrénaline. Vous voyez donc l'adrénaline qui est injectée 1 fois sur 2 jusqu'à reprise de l'activité électrique spontanée. S'il s'agit d'un rythme défibrillable, fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire sans pouls, eh bien là, immédiatement, dès que possible, dès qu'on a le défibrillateur, on administre un choc de 4 joules kilo, tout de suite suivi de la poursuite de la réanimation, et on évalue au bout de 2 minutes, et puis on fait deuxième, troisième choc toutes les 2 minutes, et après le troisième choc, on met l'adrénaline, donc on fait choc, adrénaline, 2 minutes de réanimation, et puis on est parti pour, après l'injection de médicaments, tous les 2 cycles. Vous avez des questions là-dessus ? Je peux continuer ? Alors, tout à l'heure, j'étais donc devant un enfant qui était inconscient, en arrêt cardio-respiratoire. On peut se trouver aussi face à un enfant qui a un trouble du rythme lorsqu'on a attaché le scope. Alors, quelles sont les questions à se poser ? Il a un trouble du rythme sur le scope. Qu'est-ce que vous allez vous demander ? C'est déjà un peu complexe. Ce que je veux savoir, c'est avec vos mains, avec vos doigts, avec vos observations, ce que vous avez appris ce matin, quelle est la première question que vous allez vous poser ? Il y a une activité électrique sur le scope. Le pouls est-il présent ? Parce que s'il n'est pas présent, je vous renvoie à tout l'exposé du début. S'il est présent, deuxième question. Alors, est-ce que, avant de savoir si le rythme est sinusal ou pas, on peut se demander aussi si ce pouls a une certaine efficacité. Donc, voilà, ça veut dire qu'est-ce qu'on va apprécier l'état hémodynamique, l'état circulatoire, avec nos 5 lettres. Rappelez-les-moi. Donc la fréquence cardiaque, l'efficacité du pouls, la perfusion périphérique, la précharge, la pression artérielle. Voilà. Le but étant de savoir si cet enfant est en état de choc, compensé ou décompensé. Ensuite, donc tu avais dit, quel est le rythme cardiaque ? Donc la fréquence cardiaque est-elle rapide ou lente ? Et si elle est rapide, on peut encore se poser une dernière question. Quand vous regardez l'électrocardiogramme, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau des QRS ? Ils peuvent être larges ou ils peuvent être étroits. Voilà, avec cette conduite systématique, on va pouvoir aborder les différents troubles du rythme de l'enfant. Donc là, c'est un enfant qui n'est pas conscient, on a ouvert ses voies aériennes, on avait besoin de l'assister pour la respiration. Il a un pouls. Est-il en choc décompensé ? Oui, parce qu'il a une mauvaise perfusion périphérique, et puis qu'il a par exemple une pression artérielle basse. Voilà, il est en choc décompensé. Sur le moniteur, donc, on va avoir un rythme lent ou rapide. S'il est lent, bradycardie, je ne vous apprends rien. S'il est rapide, ce sera une tachycardie. La tachycardie, comment elle peut être ? Elle peut être sinusale. Voilà, donc c'est l'analyse des QRS et de l'onde P qui vont nous permettre de répondre à cette question. La tachycardie peut être sinusale avec des QRS étroits et une onde P avant chaque QRS. Elle peut être une tachycardie supraventriculaire. En général, il y a un début brutal, une fréquence cardiaque qui est très élevée,
qui n'est pas variable selon les moments. Et on ne voit pas d'onde P avant chaque QRS. Enfin, les QRS peuvent être larges. Et là, c'est une tachycardie ventriculaire, mais cette fois avec pouls. Vous avez donc là les 4 situations. Bradycardie, tachycardie sinusale, supraventriculaire ou ventriculaire, qui vont vous permettre d'adapter votre conduite à tenir. S'il s'agit d'une bradycardie, qu'est-ce que vous allez évoquer en premier? Oui. Alors, quelle est la première cause de bradycardie sinusale dans cette situation chez un enfant qui est peu conscient, qui a une mauvaise hémodynamique? Pardon? Je crois avoir compris, mais je ne suis pas sûre. Tu peux parler un peu? Voilà, ça peut être un problème d'oxygénation. La première cause, c'est un défaut d'oxygénation. Donc, on va vérifier cette oxygénation, on va réévaluer le A, le B, on va réouvrir les voies aériennes, on va vérifier la ventilation et si nécessaire l'assister. Dans un second temps seulement, on considérera les médicaments. Mais la première chose à penser, c'est de vérifier si cet enfant a une ventilation efficace. Si c'est une tachycardie sinusale, on va traiter la cause. Quelles sont les causes de tachycardie sinusale que vous connaissez, que vous vivez tous les jours? Le choc, éventuellement. Avant ça. Même chez les enfants qui ne vont pas trop mal. Voilà. L'agitation, la douleur, l'hypoxémie, la fièvre, voilà, tout. Donc vous allez agir sur la cause. Si c'est une tachycardie supraventriculaire, donc les QRS sont étroits, eh bien là, c'est une situation où l'enfant est en choc décompensé. On ne va pas lui faire des manœuvres vagales, on va en général administrer de l'adénosine ou appeler l'équipe de cardiologie. Mais en attendant, on peut administrer de l'adénosine. Enfin, si les QRS sont larges, il s'agit d'une tachycardie ventriculaire avec pouls. Donc on ne va pas administrer comme ça brutalement un choc électrique. On va appeler l'équipe de cardiologie. En attendant, on va vérifier l'oxygénation pour faire une cardioversion synchronisée. Et il y a encore une petite flèche. Voilà. Ça va? Ça vous paraît clair? Vous voyez que cette analyse systématique, il y a un tracé sur le scope, certes, mais y a-t-il un pouls? S'il y a un pouls, est-ce que ça correspond à une situation de choc compensé ou décompensé? Le rythme est-il lent et rapide? Parce que vous voyez bien que la conduite à tenir va être différente. Et si c'est un rythme rapide, on va analyser les QRS pour voir si c'est simplement une situation simple ou s'il faudra appeler le cardiologue. Les causes, là je ne reviens pas là-dessus, vous les avez très bien détaillées. Alors, on va faire quelques petits exercices. Bon, vous connaissez tous l'aspect ECG normal, avec donc l'onde P qui est la dépolarisation de l'oreillette, un petit espace PR, le QRS qui correspond à la dépolarisation du ventricule, et puis enfin la repolarisation pour pouvoir reprendre le cycle suivant. C'est quoi ça ? Bradycardie sinusale. D'accord ? Votre premier réflexe, ça va être oxygénation, vérifier l'oxygénation. Et s'il est en dessous de 60 ? Voilà, s'il est en dessous de 60 et qu'il a l'air vraiment d'aller mal, il faut débuter les compressions thoraciques. Jusque-là, ça va. Ceci, c'est quoi ? Vous la reconnaissez comment ? Il n'y a pas d'onde P, ça va tellement vite, c'est pas facile à analyser. Les QRS sont étroits, et puis c'est fixe, ça va très très vite à une vitesse très fixe. Donc c'est bien une tachycardie supraventriculaire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Discuter l'adénosine. Ça c'est quoi ? Tout le monde est d'accord pour une fibrillation ? Ça pourrait être quoi d'autre ?
Analyser le... Voilà, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des QRS, ils sont comment? Ils sont larges. Oui. Pourquoi c'est une TV et non pas une fibrillation? Parce qu'ils sont larges et qu'ils sont réguliers. Donc c'est pas une fibrillation, vous en verrez après. C'est une tachycardie ventriculaire avec pouls. Alors s'il n'y a pas de pouls, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de pouls là-dessus? On choque. S'il y a un pouls, on a un peu le temps de se retourner, on oxygène, etc. On vérifie l'hémodynamique et on appelle le cardiologue. Et ça, c'est quoi? Voilà, on voit bien la différence. C'est complètement irrégulier. Alors c'est vrai que là, il y a des larges mailles. On pourrait croire par exemple... Vous voyez, mais le complexe d'après n'est pas pareil. Donc, il y a deux types de fibrillation. Pardon. Large maille, petite maille. Qu'est-ce qu'on fait? On choque. Hein, voilà. C'est pas la différence entre les deux, grande maille, petite maille, on ne change rien. Bien sûr, on oxygène, parce que parfois il suffit d'oxygéner pour que ça aille, mais tout de suite, dès qu'on peut, on choque. Bah, félicitations. Vous avez bien répondu. Est-ce que vous avez des questions? Des choses à ajouter? Ça va? C'est bon. Ben, je vous remercie. On va...